Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Première séance hier de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Et dans l'actualité nationale toujours, clôture de la 58e réunion du comité directeur de l'Afroza et du Djibouti Palace Kempinski. Dans l'actualité africaine, au Mali, plusieurs personnes ont été tuées dans l'explosion d'un engin. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a procédé hier donc à la signature du décret portant promulgation de la loi adoptée à l'Assemblée nationale. Et la présente loi donc visait à qualifier d'organisation terroriste le mouvement du Fruit d'Armée, l'adhésion, le soutien, la participation et ou la contribution directement ou indirectement aux activités du groupe terroriste dénommé Fruit d'Armée sont passibles des sanctions pénales prévues par les dispositions pertinentes de la législation nationale de lutte contre le terrorisme en vigueur. Et enfin, la présente loi entre donc en vigueur à compter de sa promulgation et sera publiée donc selon la procédure d'urgence dans le journal officiel de la République de Djibouti. Et revenons justement sur l'adoption hier de cette loi à l'Assemblée nationale où le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, avait présidé la première séance de la deuxième session ordinaire en présence du Premier ministre Abdelkader Kamil, de l'ensemble des parlementaires et des membres du gouvernement. La représentation nationale se réunissait donc pour l'examen en procédure d'urgence du projet de loi numéro 170 de la 8e législature portant qualification d'un mouvement de groupe terroriste. Ce texte a été transmis en procédure d'urgence au bureau de l'Assemblée après son approbation mardi dernier au Conseil des ministres. En introduction de la plénière, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a réitéré au nom de ses collègues les condoléances attristées à l'endroit des familles des victimes et a prié de tout miséricordieux de recevoir dans son paradis éternel les martyrs et de renforcer la patience et la foi des familles des disparus et des blessés. Il a par la suite convié l'auditoire à se recueillir et observer une minute de silence et de réciter la Fatiha pour nos soldats tombés dans le cadre de leur mission à Galaptissan, à Djibouti et à Baladouine en Somalie. Après la présentation d'un rapport verbal, le Premier ministre a déclaré le rejet et la condamnation de l'attaque terroriste. Il a expliqué la stratégie globale du gouvernement, marqué l'impact attendu de la loi 170, affiché la solidarité avec l'armée nationale et exprimé ses condoléances aux victimes. Le président de l'Assemblée nationale, au terme de l'adoption unanime de la loi numéro 170 portant qualification d'un mouvement de groupe terroriste, a clos cette séance spéciale en réitérant la volonté commune de solidarité et de mobilisation de l'ensemble des députés aux victimes, à l'armée nationale et à la nation tout entière. Et en introduction de la plénière, le président Ahmed a réitéré au nom de ses collègues les condoléances attristées à l'endroit des familles des victimes et a prié Dieu Tout-Puissant de recevoir dans son paradis éternel les martyrs et de renforcer également la patience et la foi des familles des disparus et des blessés. La bienvenue pour la tenue de notre première séance de la deuxième session ordinaire en ce jour du jeudi 13 octobre 2022. Nous nous réunissons aujourd'hui pour une séance spéciale qui a pour objectif l'examen du projet de loi numéro 170 de l'année 2022 de la 8e législature portant qualification d'un mouvement de groupe terroriste qui a été transmis en procédure d'urgence hier après son approbation mardi dernier en Conseil des ministres. L'attaque terroriste de la nuit du 6 au 7 octobre dernier a endeuillé nos forces armées à Galaptissan. Je réitère au nom de la représentation nationale nos sincères condoléances à l'endroit des familles des victimes et prie Allah de recevoir dans son paradis éternel nos shuhada et de renforcer la patience et la foi des familles des disparus et des blessés. La représentation nationale réaffirme par la même occasion l'importance de la mobilisation et le soutien unanime de la nation à l'égard de l'armée nationale. Et dans son discours, le Premier ministre Abdelkader Kamil a déclaré le rejet et la condamnation de l'attaque terroriste. Il a expliqué la stratégie globale du gouvernement, marqué l'impact attendu de la loi numéro 170, affiché la solidarité avec l'armée nationale et exprimé ses condoléances aux victimes. Le terrorisme a frappé notre pays. Il a frappé lâchement.
dans un attentat organisé et froidement exécuté. Il a emporté 7 de nos braves soldats morts au service de la nation. En cet instant si grave, si solennel et si douloureux, je veux exprimer au nom de la nation ma compassion, mon affection, ma sollicitude aux familles et aux proches endeuillés. La République est et sera pour toujours à leur côté. Mes pensées vont également aux blessés et à ceux qui sont portés disparus, ainsi qu'à leurs proches. Mesdames et messieurs les députés, notre pays a, depuis son accession à l'indépendance, traversé des moments difficiles. Nous avons connu des crises économiques, sociales et politiques. Nous en sommes toujours sortis plus forts et plus outillés pour faire face aux nouveaux défis. Ces crises nous ont parfois conduits au pire, c'est-à-dire à la confrontation armée. Les marchands des malheurs de tous bords ont cherché à mettre de l'huile sur le feu afin d'attiser la haine et le discorde entre nous. Face à cette situation qui était inédite, nous sommes restés lucides et fait appel à nos traditions et valeurs ancestrales des règlements de conflits. Un mode de règlement qui a porté nos fruits et a donné naissance aux accords entre le gouvernement et la rébellion des Frudes à plusieurs reprises, et notamment l'accord d'Abraham. Dans la foulée, notre peuple, par référendum, a approuvé une constitution qui garantit à chacune et à chacun les libertés, des droits fondamentaux, notamment le droit de fonder des partis politiques qui ont, si le peuple leur fait confiance, à la possibilité de gouverner, de gérer les affaires publiques. Une frange jusqu'à-boutiste, usurpant le titre de Frude, a rejeté la paix et les avancées démocratiques. Ces éléments appuyés et organisés de l'extérieur se sont au fil des années transformés en bandes criminelles et terroristes qui cherchent à détruire les institutions étatiques et républicaines. Ils cherchent à instaurer le chaos, un terreau où prospèrent les groupes terroristes. C'est pourquoi le gouvernement, suivant les instructions du président de la République, a souhaité apporter une première réponse aux défis de la lutte antiterroriste dans un état de droit à travers la soumission à la représentation nationale d'un projet de loi désignant le Frude armé comme une organisation terroriste. Et le Premier ministre est également revenu, poursuivant son discours sur cette loi qui a été adoptée en procédure d'urgence, la loi numéro 170. On l'écoute. Mesdames et Messieurs les députés, je vous invite en tant que représentant du peuple djiboutien à voter ce projet de loi en procédure d'urgence pour répondre à l'émotion suscitée par ces attaques terroristes auprès de la nation. Les Djiboutiens attendent ce message fort de leurs représentants. La désignation du Frude armé comme une organisation terroriste est une réponse immédiate et efficace pour lutter contre ces groupes terroristes, de désorganiser la filière sur le territoire national, traquer les individus membres et les empêcher de passer à l'acte,
Mesdames et Messieurs les députés, ce projet s'inscrit pleinement dans notre état de droit, puisque l'Assemblée nationale contrôlera toutes les mesures en œuvre à cet égard dans les délais et formes prévus par la Constitution. Ce texte tire également toute sa force de la résolution numéro 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée le 28 novembre 2001, qui déclare en son considérant 5 que les actes, méthodes et pratiques du terrorisme sont contraires au but, aux principes de l'Organisation des Nations Unies et que le financement de l'organisation d'actes de terroristes ou à l'incitation de tels actes en connaissance des causes sont également contraires aux buts et principes des Nations Unies. La désignation du FRUD armé comme organisation terroriste va permettre à notre pays de solliciter nos partenaires régionaux et internationaux, de s'abstenir d'apporter quelque forme que ce soit, actif ou passif, à ces groupes terroristes ou à ses membres. Ne pas donner refuge à ceux qui financent, organisent ou appuient ces groupes ou en recèlent les membres. Empêcher que ceux qui financent, organisent, facilitent ou commettent des actes de terrorisme comme ceux de vendredi dernier n'utilisent pas leur territoire. Empêcher le mouvement des membres, le mouvement de ces membres en instituant des contrôles efficaces aux frontières. Le projet de loi portant désignation du FRUD armé comme groupe terroriste, soumis aujourd'hui à votre vote, va s'accompagner dans les prochaines semaines d'une stratégie globale de lutte contre ce groupe armé, de sécurisation de tous les recoins du territoire national et la mise à disposition de nos forces armées d'importantes ressources financières, non seulement pour les équiper davantage, mais aussi pour recruter et former du personnel. Le gouvernement étoffera également le cadre juridique de prévention et de répression du terrorisme qui instituera une liste de groupes terroristes et criminels et définira des critères objectifs ainsi qu'une procédure pour l'inspection de ces groupes sur la dite liste. Mesdames et Messieurs les députés, je profite aussi de cette occasion pour lancer un appel solennel et urgent à la communauté des nations afin de nous soutenir et traquer avec nous ces criminels qui terrorisent nos concitoyens et tuent les vaillants hommes et femmes qui assurent jour et nuit notre sécurité et la sécurité de ceux qui vivent avec nous. Et le président de l'Assemblée nationale, au terme de l'adoption unanime de la loi numéro 170 portant qualification d'un mouvement de groupe terroriste, a clos cette séance spéciale en réitérant la volonté commune de solidarité et de mobilisation de l'ensemble des parlementaires aux victimes, à l'armée nationale et à la nation tout entière. Le projet de loi numéro 170 de l'année 2022 portant qualification d'un mouvement de groupe terroriste est adopté en unanimité. Merci. Et suite à ces attaques terroristes, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré que la partie chinoise a été choquée et condamne cette attaque et exprimé ses profondes condoléances aux familles des victimes. La partie chinoise donc soutient fermement les efforts du gouvernement et du peuple djiboutien pour maintenir la paix et la stabilité nationale. Dans l'actualité également, accomplir la mission fixée, même dans un contexte où règne pression, fatigue et incertitude, demande à un équipage des compétences et des qualités physiques et mentales solides
pour répondre à la montée en puissance des menaces. La préparation des aviateurs et des marins au combat a évolué. C'est ce qu'a voulu démontrer le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, lors des 2 exercices aériens et maritimes organisés aujourd'hui. Et dans les premières lueurs du jour, le chef d'état-major et le chef d'état-major général de la Défense se sont tous deux donc rendus au hangar sud de l'armée de l'air djiboutienne, où ils ont été accueillis par le commandant de l'armée de l'air, le colonel Wahib Moussa Khalilé, ainsi que son adjoint, et par l'ensemble des personnels et moyens mis en alerte maximale depuis le 6 octobre.
par la suite, le chef d'état-major général des armées et le général Zakaria Cheikh Ibrahim et le chef d'état-major à la défense ont été reçus à l'escale marine avec les honneurs militaires par le commandant de la marine nationale, le colonel Ahmed Daher, et le commandant de la garde-côte, le colonel Waïs Omer Bougouri. Les généraux suivis d'homologues de la marine nationale et de la garde-côte ont embarqué à bord du patrouilleur qui quittera le quai et pour regagner la zone de l'exercice maritime en zone territoriale. Et lors de cet exercice, près de l'ensemble des moyens navals de la marine nationale et des gardes-côtes ont été réunis en vue de préparer et entraîner les marins des eaux djiboutiennes, mais aussi de renforcer les capacités opérationnelles et l'interopérabilité entre les moyens navals de la garde-côte et de la marine nationale. Ce type d'activité d'entraînement rentre dans le cadre du renforcement du dispositif terre-air-mer de la République de Djibouti. La marine nationale et la garde-côte djiboutienne sont loin d'être épargnées par l'alerte nationale, comme le prouve cet exercice. Dans l'actualité également, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu hier en fin de matinée le comité directeur de l'Afrosaï au salon d'honneur de la primature. Cette délégation de l'Afrosaï a été introduite auprès du Premier ministre par le ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdoun. Les discussions entre le comité directeur de l'Afrosaï conduites par son président Mamadou Faye et le Premier ministre ont porté sur l'organisation de la 58e réunion du comité ainsi que les recommandations et résultats dégagés des travaux de cette réunion qui s'est ouverte le 11 octobre dernier. Le Premier ministre a remercié le président de l'Afrosaï pour le choix et le privilège accordé à la République de Djibouti pour l'organisation de la 58e réunion de l'Afrosaï. Le président de l'institution a remercié à travers le Premier ministre le président de la République pour avoir autorisé l'organisation de la 58e réunion à Djibouti et c'est une reconnaissance en faveur du travail des institutions supérieures de contrôle public. En effet, la politique du chef de l'État accorde une importance particulière à la bonne gouvernance financière et à la bonne gestion des ressources publiques ainsi qu'à la reddition des comptes publics. Et pour rappel, l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques Afrosaï a vu le jour en 1976 à Yaoundé et est chargée de promouvoir la bonne gouvernance, la transparence et la bonne gestion des finances publiques des pays africains.
Et la 58e réunion du comité directeur de l'Afrosaï a clôturé ses travaux de 3 jours à Djibouti. Et la réunion de Djibouti a connu un succès notable sur les principales questions à l'ordre du jour de la réunion. En effet, les 13 pays membres du comité directeur ont adopté les points suivants. La validation du rapport du secrétaire général de l'Afrosaï, le rapport de performance de du directeur exécutif de l'Afrosaï, et enfin le rapport des auditeurs externes de l'organisation. Le comité directeur a également adopté les rapports des organisations sous-régionales, notamment l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques de langue arabe, anglaise et française. Les délégués des institutions supérieures de contrôle africaines ont également validé l'opérationnalisation des organes spécialisés, c'est-à-dire les commissions techniques avec la mise en place des documents réglementaires, autrement dit les termes de référence et les plans de travail 2022-2023. Tout comme le comité de rédaction de la revue de vérification intégré a présenté son plan de travail. Tous ces documents ont été adoptés par le comité directeur. Chers collègues, le déroulement de nos travaux nous a permis d'avoir des échanges ouverts et intéressants qui ont abouti à un constat partagé par nous tous, à savoir que nous sommes tous décidés à rendre performante l'Afrosaï. Et pour ce faire, nous devons voir non seulement s'appliquer toutes les décisions prises durant nos travaux, mais aussi s'exécuter à un taux appréciable et dans des délais raisonnables le plan stratégique de développement de l'Afrosaï. Chers participants, c'est sur cette note d'espoir que je vous souhaite un bon retour dans vos foyers respectifs et déclare close la 58e réunion du comité directeur de l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Je vous remercie. Il est à noter donc que l'Afrosaï dispose de 2 commissions techniques, à savoir la commission de renforcement des capacités institutionnelles et techniques, ainsi que la commission de renforcement des capacités organisationnelles. Les membres du comité directeur ont examiné et validé également le règlement financier de l'Afrosaï, le manuel de l'Assemblée générale, notamment les règles de procédure de l'Assemblée générale, les règles des commissions techniques et le plan de travail et le budget de l'Afrosaï pour la période 2022-2023. Dans la 6e résolution contenant notamment l'intervention des partenaires et observateurs, le comité directeur a validé le programme de la bonne gouvernance financière en Afrique. Dans la résolution numéro 7, le comité directeur de l'Afrosaï a adopté les recommandations relatives à la participation des institutions supérieures de contrôle membres au 20e congrès de l'INCOSAI qui se déroulera à Rio de Janeiro au Brésil du 7 au 11 octobre 2023. Et dans la résolution numéro 8, la réunion de Djibouti a décidé que la prochaine réunion, c'est-à-dire la 59e réunion du comité directeur de l'Afrosaï, se déroulera en octobre 2023 en Libye. Et dans la résolution numéro 9, le comité directeur a validé la 2e proposition visant à inviter les ISC, les institutions supérieures de contrôle, à s'inscrire en ligne à concurrence du nombre de places disponibles pour la conférence panafricaine sur les flux financiers illicites qui sera organisée par l'Afrosaï et ses partenaires du réseau de la bonne gouvernance financière en Afrique, dont l'Organisation africaine des comités des comptes publics, l'Initiative de réforme budgétaire en Afrique, le Forum africain des administrations fiscales, la Commission de l'Union africaine et enfin l'Agence allemande de coopération GIZ. Et enfin, dans la 10e résolution, le comité directeur a adopté à l'unanimité une motion de remerciement et de gratitude à l'endroit du président de la République et de son gouvernement d'une part et de la Cour des comptes de Djibouti d'autre part pour l'accueil chaleureux qui a été réservé aux différentes délégations de l'Afrosaï et à la bonne organisation de cette 58e réunion. Le comité directeur a salué enfin la volonté politique du gouvernement djiboutien de faire de la problématique de la bonne gouvernance et de la transparence de la gestion des deniers publics une priorité dans l'action gouvernementale. Écoutons justement donc l'intervention ou l'interview que nous a accordée la secrétaire générale de l'Afrosaï, également ministre d'État du Cameroun. Le bilan a été très positif. Nous rentrons d'ici avec une satisfaction immense d'avoir atteint le but, l'objectif de notre réunion. Et nous sommes très fiers de cela. Oui, peut-être il faut d'abord dire que nous avons 2 commissions techniques et
Ces 2 commissions techniques sont nos organes spécialisés. Et vous avez vous-même vu que ces commissions techniques ont beaucoup travaillé et ils ont retenu des plans d'action et d'activité pour l'année 2022-2023, qui est juste une année dans notre plan stratégique qui comporte 2022, 2023, 2024 jusqu'à 2027. Mais eux, ils ont priorisé les activités et les actions qui seront menées ces 2022-2023. Il y a 2 commissions que, comme je vous ai précisé, il y a la commission pour le renforcement des capacités institutionnelles et techniques des techniques et des ISC. Et ils ont eu les plans d'action qu'ils ont présentés chez nous ici. Par exemple, de mettre en œuvre des mécanismes pour l'accroissement de l'indépendance des ISC et d'accompagner les ISC dans plusieurs d'autres domaines qui vont renforcer leurs capacités institutionnelles et techniques. Et de son côté, la présidente de la Cour des comptes de Djibouti, Ismaël Mahmoud Ibrahim, a rappelé que des décisions importantes ont été prises à Djibouti durant cette réunion de l'Afrosaï concernant la transparence de la gestion de l'organisation qui se fait de façon participative et avec la revue de comptes par un commissaire aux comptes. L'organisation africaine Afrosaï œuvre par l'exemple en améliorant ses procédures et son mode opératoire. Et la présidente de la Cour des comptes de Djibouti de conclure ses propos en indiquant que le comité directeur de l'Afrosaï a salué la volonté politique du gouvernement djiboutien de faire de la problématique de la bonne gouvernance et de la transparence de la gestion des deniers publics une priorité dans l'action gouvernementale. Dans le reste de l'actualité, suite à la rencontre du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, avec le président des Émirats Arabes Unis, son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, en mai 2022, le chef de la diplomatie djiboutienne, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a effectué du 11 au 13 octobre dernier une visite de travail à Abu Dhabi. Au cours de cette visite, le chef de la diplomatie djiboutienne a rencontré le ministre délégué chargé des affaires africaines, Cheikh Sharbout Ben Nahyan Al Nahyan. Durant cette rencontre, tous les aspects des relations bilatérales entre les 2 pays frères, la situation dans la Corne de l'Afrique ainsi que les opportunités de développer davantage la coopération entre la République de Djibouti et les Émirats Arabes Unis ont été évoquées, notamment dans les domaines des investissements, de l'énergie et du logement qui ont été donc évoqués. La République de Djibouti participe du 13 au 16 octobre 2022 à Genève, en Suisse, au First Global Challenge. First Global Challenge est une compétition internationale de robotique de style olympique organisée chaque année pour susciter la passion pour la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, appelée donc STEM, parmi plus de 2 milliards de jeunes à travers le monde. En réunissant ces futurs leaders STEM dans ceux de Djibouti, dans une compétition engageant et collaborative qui fait comprendre l'importance, l'excitation et l'applicabilité de l'éducation STEM, First Global inspire les élèves et à apprendre les compétences dont ils auront besoin pour faire des découvertes que leurs parents et grands-parents considéraient comme des miracles à l'époque, des impossibilités même ou tout simplement de la science-fiction. First Global s'efforce également de convaincre différents gouvernements et organisations du monde d'adopter une approche de l'éducation basée sur les STEM et de la soutenir en investissant dans leurs jeunes adultes qui vont bientôt faire leur marque dans le monde. L'Association nationale des collectivités locales de Djibouti, en partenariat avec l'AIMF et financée par l'Union européenne, a abrité un atelier de capitalisation sur les bonnes pratiques d'accompagnement de la société civile djiboutienne. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet participation de la société civile à la gouvernance et au développement local à Djibouti, mise en œuvre par l'AIMF, l'Association internationale des maires francophones, et financée par l'Union européenne. À la suite donc de la tournée régionale, une réunion de capitalisation des expériences a été organisée en vue d'échanger et de partager la synthèse des constats et des observations avec les différents acteurs afin d'identifier les savoirs, les savoir-faire et savoir-être qui ont permis de réaliser des actions afin de s'en approprier donc pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Je félicite que nous ayons pu rassembler les principaux intervenants de la société civile
pour un échange sur les défis, mais aussi les opportunités à contribuer au dialogue et à la réflexion politique en matière de développement inclusif et durable. L'événement de ce jour marque également une étape importante dans la coordination entre les PTF et les autorités djiboutiennes, avec lesquelles nous travaillons en étroite collaboration pour favoriser les synergies et complémentarités de nos objectifs et actions en ligne avec la vision 2035. Ainsi, le but de ce projet mis en œuvre par l'Association internationale des maires francophones, participation de la société civile à la gouvernance et au développement local à Djibouti, vise à renforcer la contribution des organisations de la société civile djiboutienne à la gouvernance et au développement local. Et je vous propose à présent de suivre l'intervention du président de l'ANCLD. Je pense que c'est la journée de la capitalisation de ce projet auquel tout le monde a participé durant les différents tournées qui ont été faites dans les régions, dans les communes et au niveau de la mairie aussi. Et surtout, parlant de Tadjoura, l'échange que j'ai eu avec cette comité qui est venu nous rendre visite, c'est surtout cet engouement de la population, je dirais, société civile, et qui commence à changer un peu de mentalité et aller vraiment sur des projets concrets. Et ça, c'était un point qui était vraiment manquant chez nous. Et je dis ça parce que je veux souligner que tous ces démarches, avec, que ce soit avec Adil, Pisca ou ADDS, Kezen, et tous ces tournées qui se font actuellement font aussi changer la mentalité de nos sociétés civiles qui auparavant ne voyaient pas cette action, cette contribution vraiment au niveau de leur région. Santé à présent, sous la houlette du ministère de la Santé, la direction de l'hôpital régional d'Ali Sabié a lancé donc au CMH de la ville la campagne de vaccination contre la polio. À noter que toutes les équipes de l'hôpital ont été mobilisées pour mener à bien cette campagne de vaccination, l'objectif étant d'éradiquer et de prévenir la poliomyélite en renforçant l'immunité d'un groupe d'âge particulièrement vulnérable aux maladies infantiles mais évitables. La poliomyélite persiste et fait encore des victimes. C'est ce qui a motivé le choix du gouvernement de relancer une campagne de vaccination d'envergure nationale pour l'éradication de la poliomyélite en ciblant les enfants âgés de moins de 5 ans sur toute l'étendue du territoire national. Activité similaire également, mais cette fois-ci dans la région de Tadjoura, où le préfet Hassan Dabelé et le vice-président du conseil régional ont procédé donc au lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Les équipes de vaccination seront disposées dans toute la région en vue d'immuniser les enfants de moins de 5 ans et leur offrir ainsi une protection préventive contre la polio. Bien que notre pays n'ait enregistré aucun cas de polio depuis plus de 2 décennies, ces campagnes d'immunisation périodiques ont pour but de maintenir un bouclier immunitaire efficace et durable afin de protéger nos enfants contre tout risque d'importation du poliovirus qui persiste encore dans les pays de la sous-région. Dans la pédiatrie, pour le lancement de la première phase de la campagne contre la poliomyélite. Donc, à l'instar de tout Djibouti, Tadjoura aussi a mobilisé son équipe pour que les enfants âgés de 0 à 5 ans soient vaccinés. Donc le médecin, durant toute la semaine, a préparé son équipe afin que cette vaccination se passe très bien. Donc nous constatons ici sur le terrain des visus que tout se passe bien et je tiens à remercier le ministère de la Santé pour cette mobilisation.
Et dans l'actualité africaine, à présent, au moins 11 personnes ont été tuées par l'explosion d'un engin au passage de leur bus sur la route de Bandiagara au Gundaka dans le secteur de Mopti dans le centre du Mali. Selon les sources hospitalières, l'explosion a fait aussi 53 blessés. Le centre du Mali est un des foyers de violence et de l'activité djihadiste qui se sont propagés à partir du nord en 2012 et qui ont gagné le Burkina Faso et le Niger voisin. Et selon un rapport de la mission des Nations Unies au Mali, au 31 août, les mines et les engins explosifs improvisés avaient fait 72 morts dans le pays. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.